Frédéric Ansel est en ligne avec nous à présent. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Vous enseignez la géostratégie, la géopolitique. Je rappelle juste le titre de votre dernier ouvrage, on ne peut pas faire toute cette bibliographie qui est très riche. Les voies de la puissance aux éditions Odile Jacob. Et alors bon, vous me tendez la perche, donc je vais vous demander tout de suite si vous trouvez qu'Israël a retrouvé sa puissance avec des acquis qui sont très importants, ou au contraire l'a abîmé avec la détérioration de son statut sur la scène internationale, avec la guerre à Gaza qui donne quand même l'impression d'être un embourbement. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ma question ? Ah non, moi je pense qu'Israël n'a pas maintenu sa puissance, Israël l'a considérablement augmentée. Je vais vous dire pourquoi, parce que en géopolitique, je dis toujours que la matière précieuse en quelque sorte, c'est la crédibilité dissuasive. Alors après le 7 octobre qui a manifestement donné lieu à de très justes, très légitimes commentaires sur l'aspect catastrophique de cette gestion. Eh ben oui, mais un véritable désastre. Il y avait pour Israël une nécessité, j'allais presque dire existentielle, d'un point de vue politique et militaire, de démontrer que ça coûterait beaucoup plus cher dorénavant à n'importe quel adversaire d'ailleurs, de perpétrer ce type d'attaque et en l'occurrence de pogrom, que de ne pas le faire. Et regardez ce qui s'est passé en quelques mois, et en particulier depuis l'été dernier. Auparavant, c'était plus compliqué. Mais depuis début septembre 2024, très objectivement, d'une part, l'espace aérien iranien est aujourd'hui à démontrer qu'il était nu, en quelque sorte, et qu'Israël pouvait, sans même d'ailleurs une intervention américaine massive, frapper à peu près où l'État hébreu souhaite frapper, et vous voyez bien où je veux en venir potentiellement les installations nucléaires. Il y a même un haut responsable des gardiens de la Révolution qui a dit non, ils ont déjà frappé un site nucléaire, ils l'ont déjà fait. Oui, non, mais c'est absolument vraisemblable. Il n'est pas forcément central comme site, mais de toute façon, vous savez, pour assembler, il faut assembler toute une série d'éléments pour pouvoir constituer à terme une bombe. Donc si vous frappez efficacement un site, de toute façon, vous faites prendre du retard à l'intégralité du processus. Donc ça, c'est un premier point important. Le deuxième point très important, et à mon sens le plus considérable, c'est l'humiliante défaite du Hezbollah. Autant les renseignements ont échoué, mais parce qu'il n'y avait pas suffisamment, les années qui ont précédé le 7 octobre, de missions, de budget et de personnel pour surveiller le Hamas à Gaza, autant, et là personne ne peut me contredire de ce point de vue-là, autant il y a eu une réussite totale et massive, assez stupéfiante, y compris d'ailleurs au regard de services de renseignement et d'armées à l'étranger que je fréquente assidûment, y compris en France. Ils considèrent que ce qui a été fait, que la victoire israélienne contre le Hezbollah est à peu près unique dans les annales récentes des guerres qu'on appelle asymétriques entre les États et les infra-États. Bon, de ce point de vue-là, au moins sur ces deux aspects-là, qui d'ailleurs ont entraîné, je me permets comme de le rappeler, la chute d'une dynastie déjà perdue, mais évidemment, à Damas, et donc la fin du continuum irano-chiite qui s'étendait de Beyrouth jusqu'au Baloutchistan, ça, on ne peut pas contester cette victoire d'Israël. Maintenant, le Hamas, attention aux images trompeuses. Ce n'est pas parce que plusieurs centaines d'hommes armés du Hamas complaisamment font les marioles devant les caméras du monde entier, entourés d'une foule qui d'ailleurs est importante, oui et non. La vérité, c'est qu'on ne sait absolument pas combien parmi les 2 millions de Palestiniens de Gaza sont effectivement favorables encore aujourd'hui au Hamas, et je défierais n'importe quel sociologue d'établir que le Hamas dispose d'une majorité écrasante si demain il y avait des élections. La vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Mais ce n'est pas donc parce que ces quelques centaines d'hommes armés, et faiblement armés, avec des armes de poing, font les matamores, que le Hamas n'a pas perdu. La vérité, mais oui, parce que quand vous regardez ça, ce ne sont que des images symboliques. Mais quand vous regardez, là, je vais vous donner un seul exemple qui n'est pas agréable à dire, mais d'un point de vue militaire et stratégique, il est fondamental. Regardez quel est le ratio, le terme est hideux, mais il faut l'employer. Le ratio entre les prisonniers palestiniens et les otages. En 2011, avec Gilad Shalit, c'était 1 pour 1051. Il y a quelques années, c'était 1 pour environ 500. Au début de la guerre, de la riposte israélienne, ça a été, je n'ai plus exactement les chiffres, environ 1 pour 90, c'est aujourd'hui 1 pour 30. Et ceux qui ne font pas de géopolitique ne peuvent pas savoir, je ne peux pas leur en vouloir, c'est pas leur métier, mais doivent savoir néanmoins que ça, c'est un fait qui n'est pas contestable. C'est l'une des traductions d'un rapport de force. Et je vous donne simplement une deuxième et dernière traduction du rapport de force entre Israël et le Hamas. Il y a depuis plusieurs mois, quasiment, il y en a encore quelques-unes, il n'y a quasiment plus de roquettes
qui tombe sur Israël. Et je me permets de vous rappeler, mais vous le savez parfaitement, cher Bernard, et vos auditeurs aussi, qu'il y a encore 1 an et demi, c'était plusieurs dizaines de milliers dont disposait ce groupe terroriste. Aujourd'hui, c'est sans doute encore quelques centaines dispersés, disséminés, et comme ils n'ont plus les moyens d'en acheminer, et sans doute pas d'en construire davantage, ils en prennent plus 1 ou 2 par mois. Donc de ce point de vue-là, on a réellement affaire, allez, je vais vous dire quelque chose d'un petit peu, je vais employer une expression un petit peu rigolote, à un 3/4 de victoire israélienne si tout devait s'arrêter aujourd'hui avec le Hamas, et une victoire écrasante contre le Hezbollah, qui par ailleurs était beaucoup plus redoutable, et bien sûr contre l'Iran. Alors, il y a encore un autre point qui suit, c'est l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. C'est-à-dire là, c'est le cataclysme qui se suit. Effectivement, dans l'entre-deux, il y a la chute du régime du Baas en Syrie et qui casse l'axe de la résistance. Mais maintenant, il y a Trump. Et d'ailleurs, est-ce que Trump, c'est une promesse de paix avec les Saoudiens, ou vous me dites non, Bernard, pas trop non plus, on ne sait pas. Alors, Trump, c'est effectivement le dernier clou enfoncé dans le cercueil des espérances du Hamas et de son 7 octobre. C'est-à-dire que on ne sait pas et on ne saura jamais, et je défie quiconque de me dire ce qu'aurait fait Kamala Harris s'il avait été présidente, ou Joe Biden s'il était resté à la présidence. Mais il y a au moins quelque chose qu'on peut dire sans se tromper, c'est que Donald Trump, il est effectivement inconditionnellement favorable à Israël. Alors, sauf, et je le disais dans ma tribune récemment dans l'Express, sauf si vraiment Netanyahou lui coûtait trop cher, et vous avez raison, cher Bernard, d'évoquer l'Arabie Saoudite. Si vraiment Netanyahou lui coûtait trop cher, d'une manière ou d'une autre, mais lié à la stabilité de l'État qui intéresse beaucoup, Donald Trump beaucoup plus qu'Israël, dont il se fiche totalement, entre parenthèses, contrairement à ce que croient beaucoup de gens. C'est l'Arabie Saoudite, c'est un pays riche, solvable, qui achète, qui a acheté, qui achète et qui achètera encore beaucoup aux États-Unis, et vous savez très bien que c'est la boussole principale de M. Trump. Donc, si Israël ne coûte pas trop cher, bien sûr que Trump sera inconditionnel de Netanyahou. Il l'a déjà dit, d'ailleurs il a déjà commencé à le démontrer. De ce point de vue-là, pour le Hamas, mais peut-être plus encore pour l'Iran, c'est une véritable catastrophe. Parce que l'Iran pensait pouvoir convaincre l'administration Biden, dont il faut rappeler qu'elle a été extrêmement favorable à Israël. Il ne faut pas dire n'importe quoi à ce sujet, on pourrait y revenir. Mais si vous voulez, je conclue juste avec cette phrase, ils ont essayé, si vous voulez, de convaincre la République islamique d'Iran, Biden, de les laisser arriver, de laisser parvenir à ce qu'on appelle l'état du seuil. Ils n'ont pas encore la bombe, mais ils pourraient la faire. Et Biden, il semble que, comme Obama naguère, avait accepté, ce qui n'est pas forcément stupide, ce genre de deal, d'ailleurs en 2015, 14 juillet 2015, ça avait déjà été signé. Maintenant, Trump, lui, ne veut pas de bombe iranienne, il ne veut pas d'état du seuil, et il est prêt, à mon avis, à laisser les Israéliens aller jusqu'au bout, quitte à les aider d'ailleurs techniquement, pas forcément à envoyer des hommes, c'est pas le genre de Trump, mais en tout cas à les laisser finir en quelque sorte le travail de la destruction potentielle, si les Iraniens ne vont pas à Canossa, s'ils ne se résolvent pas à le faire eux-mêmes, du potentiel nucléaire iranien. Juste vraiment en un mot, la détérioration de la position d'Israël sur la scène internationale, au Brésil, dans des endroits importants, pas seulement en Espagne, en Irlande, pour vous, c'est quelque chose qui peut... Vous avez l'habitude, vous avez l'expérience, vous dites, Bernard, vous verrez, pour les Russes, pour les Israéliens, pour les Yougoslaves, souvenez-vous, ça passe. Ah non, mais je vais aller plus loin, cher Bernard. Je suis en désaccord avec cette présentation. Je pense que cette détérioration est fausse. Elle n'existe pas. Vous me citez le Brésil, mais pourquoi ? Parce que Lula, à 0,7 points, l'a emporté contre Bolsonaro. Très bien. Mais dans ce cas-là, je vous donne le cas d'Argentine. Mais voilà, c'est ça. Mais avec Bolsonaro, c'était exactement le contraire. Alors à 0,7, Lula l'a emporté. Très bien. Et il fait le contraire. Regardez ce qui se passe en Argentine. Là, c'est Milei qui l'a emporté, alors avec un petit peu plus, lui est très favorable à Israël. Donc qu'est-ce que je vais vous dire ? Je vais vous dire, mais regardez, Israël perd le Brésil, mais il gagne l'Argentine. En réalité, tout ça n'est pas extraordinairement concret. Je vais plus loin. Prenons le cas, vous me citez l'Irlande, dont le volume d'échange avec Israël était vraiment ridicule, à peu près pareil pour l'Espagne. Je vous donne le cas de l'Inde. L'Inde est le pays le plus peuplé du monde. Le PIB de l'Inde a dépassé celui de la France et de la Grande-Bretagne il y a quelques années. Pourquoi ne parle-t-on que de la Chine et pas de l'Inde ? Alors vous avez vu l'Inde quitter, entre guillemets, le giron, enfin en tout cas son volume et sa valeur d'ailleurs des échanges avec Israël depuis 15 mois, pas moins, cher Bernard. Alors ça, plus des États du Pacifique d'où je viens, je viens de rentrer à l'instant d'une tournée en Asie orientale, et notamment à Taïwan et aux Philippines. Vous avez affaire à des États, notamment des États montants, j'étais allé récemment aussi à Singapour, qui restent extrêmement favorables à Israël. Je pense aussi à la Corée du Sud. Donc, vous voyez, le problème est toujours le même. Si on pioche quelques pays ou si on s'arrête à un certain nombre de manifestations qui
qui ne sont pas contestables, y compris dans les universités américaines ou européennes, défavorables à Israël. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On descend chez le pharmacien, prend du Tranxène. Mais ça, si vous voulez, c'est de la pensée magique. C'est pas sérieux. Si on regarde réellement quels sont pas seulement les votes à l'Assemblée générale des Nations Unies, dont vous savez qu'ils ne sont que consultatifs, mais si on regarde le volume et la valeur des échanges d'une part, les rapprochements en termes de partenariat, soit civil, soit militaire, d'autre part, et enfin, cerise sur le gâteau, les États arabes signataires des accords d'Abraham, mais également très important, qui n'ont pas bougé, très important, mais également l'Égypte et la Jordanie, signataires depuis 78 et 94 de la paix avec Israël, qui n'ont pas bougé, avec la crème qui se trouve dans la cerise sur le gâteau, le Maroc qui, en pleine offensive israélienne au sud de la bande de Gaza l'été dernier, acquiert auprès d'Israël un matériel militaire de type renseignement satellitaire pour plus de 1 milliard de dollars. Alors, est-ce qu'avec tout ça, on peut réellement parler d'un isolement d'Israël sur la scène internationale? Je vais vous dire franchement, Bernard, c'est pas sérieux de le croire. Eh bien, Frédéric, merci. On a peu de gens qui donnent des nouvelles positives sur Israël, à part la libération des otages, évidemment, dont nous nous félicitons tous. Et merci, d'ailleurs, d'autant plus, on entend derrière vous qu'il y a du bruit. Vous êtes sur le chemin d'une interview sur une grande chaîne, et donc je vous remercie d'avoir donné ces quelques minutes à Radio Shalom. Merci à vous. Le titre de votre dernier ouvrage, Les voix de la puissance, aux éditions Odile Jacob. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir.